Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette édition du samedi 7 septembre 2024. Hier, c'était le coup d'envoi du Crossing Calvi Monaco Water Bike Challenge, organisé par la fondation Princesse Charlène. 5 équipes de 4 participants sont partis à l'assaut des 180 km qui relient Calvi à Monaco. Le tout au guidon d'un waterbike, un vélo roulant sur l'eau. Ils sont tous arrivés à bon port ce matin. Notre reporter Alban Gingembre était sur place. Quel meilleur endroit que l'espace Léo Ferré pour célébrer Léo Ferré à travers une série de photographies réalisées par le photographe belge Hubert de Grooteclaes. Les nombreux clichés parcourent 46 ans de l'immense carrière du chanteur monégasque décédé en 1993. Une exposition avec une saveur particulière puisqu'elle constitue l'ultime événement dans les locaux de la salle de l'espace Léo Ferré qui déménagera prochainement à l'îlot Pasteur. Après la photo, on parlera littérature avec la 13e édition du Salon du Livre de Monaco qui se tient au Grimaldi Forum durant tout le week-end. Avec nous dans ce journal, l'avocat, écrivain et agent littéraire Emmanuel Pirat, venu présenter son dernier ouvrage intitulé « L'affaire Céline, la véritable histoire des manuscrits retrouvés ». Un récit passionnant, vous verrez, qui nous plonge dans les coulisses de cette découverte extraordinaire. Mais pour débuter ce journal, suite et fin du Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge organisé par la fondation Princesse Charlène. Ils étaient 20 hier à partir à l'assaut des 180 km qui séparent Calvi de Monaco. Nous retrouvons Alban Gingembre de retour en principauté pour vivre l'arrivée des coureurs. Oui, ça y est, ils sont enfin arrivés. Pour rappel, le départ avait été donné hier matin en Corse par la Princesse Charlène et ils sont arrivés ce matin après avoir pédalé toute la nuit. Ils sont arrivés ici sur la plage Villar-Voto. Un relais de 180 km sur la Méditerranée mené très rapidement par 3 équipes. Et c'est finalement la team du cycliste suédois Gustav Larsson, Lionheart, qui arrive en tête après 22h30 à pédaler et des souvenirs plein la tête. We saw some whales. I had dolphins flying in front of me for a moment. When you look up, you got the stars above. And yeah, no, it was perfect. It's really beautiful, really beautiful. I'd love to do it again. La team Lionheart suivie de près par l'équipe Rock to Rock qui décroche la 2e place. Nous avons malheureusement eu une casse du vélo. Nous étions donc devant à ce moment-là et le technicien était là pour nous aider, il montait 2e vélo. Et puis c'était bien parce que les autres équipes n'étaient pas trop loin, donc on pouvait même se parler, se faire des gestes entre nous. Le beau souvenir, c'est quand même, j'ai beaucoup aimé le départ. Il y avait une très bonne ambiance. Monseigneur est venu nous supporter, donc c'était un grand moment. Et voilà, et ce matin, l'arrivée, c'est également exceptionnel, je pense, d'arriver ici à Monaco chez nous. La team Serenity est 3e, plus loin derrière, Ferrari termine 4e. Pendant la nuit, chaque participant a dû rallier son bateau au vu des conditions météo. C'est finalement l'équipe U17 du boxeur ukrainien Oleksandr Usyk qui obtient la 5e place. On n'a pas pu faire la totalité des 180 km qui relient Calvi de Monaco. C'est un grand regret pour nous en tant qu'athlètes et sportifs, honnêtement. Donc on va certainement remettre à l'édition prochaine et on va essayer de faire ces 24 heures. Et je vous assure qu'on ne sera pas dernier cette fois-ci. Une course qui aura permis à chacun de s'amuser, mais surtout de récolter des fonds pour une bonne cause. Pour rappel, cette course, c'est un défi sportif, mais c'est aussi et surtout un défi lucratif pour la Fondation Princesse Charlène qui lutte contre les risques de la noyade. Une bien belle initiative solidaire. De retour sur la terre ferme avec l'espace Léo Ferré qui rend hommage au chanteur Léo Ferré pour sa toute dernière exposition dans ses locaux de Fontvieille. Le chanteur, né à Monaco, a été immortalisé à travers l'objectif du photographe belge Hubert Grooteclaes. Les enfants de ces 2 grands artistes étaient présents hier pour l'inauguration. Voyez ce reportage signé Sarah Inkari et Lionel Bernardi. Lorsque le travail de 2 légendes se rencontre, cela donne ça. Une exposition à la fois iconique et émouvante. Cette dernière était très attendue, notamment par les filles du photographe qui ont fait le déplacement depuis la Wallonie. Elles ont été témoins du lien très fort qu'ont tissé les 2 hommes et qui aura duré toute une vie. J'ai été aux premières loges, comme toute ma famille. Je pense aujourd'hui très fort à ma petite maman qui a 89 ans et qui, avec mon papa, a suivi Léo Ferré dans toutes les étapes de sa vie, en concert, dans les coulisses, mais aussi en privé, puisqu'on passait nos vacances en Italie. Et moi, j'ai des souvenirs qui remontent à très longtemps, puisque ça fait une 50aine d'années que je vais en Italie tous les étés, passer mes vacances auprès de la famille Ferré.
Hubert Grosclasse photographiait les artistes qui passaient à Liège, Jean Marais, Louis de Funès, Daniel Darieux et un beau jour, un certain Léo Ferré venu se produire en concert. Mon père l'a photographié comme les autres artistes à l'entracte très vite. Il lui a envoyé les photos et Léo a répondu quelques jours après en disant « c'est magnifique, venez me voir à Paris ». Ça a pris quelques jours et l'amitié est née très très rapidement. Mon père pouvait regarder Léo Ferré pendant des heures sans le prendre en photo et puis après le photographier à tout bout de champ dans tous les moments de la journée. Et c'était plus que de l'amitié, c'était de l'admiration vraiment. Cette exposition est tout un symbole puisqu'il s'agit de la dernière avant le déménagement de la salle de spectacle vers l'îlot Pasteur. Elle retrace 30 ans de la vie de ce monument de la chanson qui était également poète, musicien, compositeur et chef d'orchestre. Son fils, particulièrement ému, était lui aussi présent au vernissage. La photo avec le chien, c'est une photo prise en Toscane chez nous. On le voit rêveur et voilà. Puis il avait un amour particulier des chiens. Donc, c'est celle qui me touche le plus. Avec le temps. Léo Ferré le disait dans l'une de ses chansons. Avec le temps va, tout s'en va. Pourtant, son souvenir à Monaco reste intact. L'on oublie la voix. Et vous avez jusqu'au dimanche 15 septembre prochain pour profiter de ces clichés retraçant la carrière de cet immense artiste monégasque. Ce week-end se tient la 13e édition du Salon du Livre de Monaco au Grimaldi Forum. De nombreux écrivains sont attendus, parmi lesquels Emmanuel Pierrat, auteur, agent littéraire et avocat qui proposait également hier soir à l'Alliance française une lecture de son ouvrage intitulé « L'affaire Céline, la véritable histoire des manuscrits retrouvés ». C'est l'invité du 19h de Monaco Info. Bonsoir et bienvenue, monsieur Pierrat. Bonsoir Baclor. Alors le 5 août 2021, on apprend la découverte de 6000 feuillets inédits de l'écrivain et médecin Louis-Ferdinand Céline, connu pour son célèbre Voyage au bout de la nuit. Et vous êtes l'avocat de Jean-Pierre Thibaudat, l'homme qui a conservé et décrypté ces feuillets durant 40 ans. Vous nous livrez les coulisses de cette affaire romanesque. D'abord, comment Jean-Pierre Thibaudat, ancien journaliste et grand reporter pour Libération, s'est-il retrouvé en possession des manuscrits ? Ces manuscrits ont été laissés par Louis-Ferdinand Céline en 1944 lorsque le débarquement a lieu sur les côtes de Normandie et qu'il doit fuir pour être mis à l'abri par les Allemands et le régime nazi, comme l'ensemble des collaborationnistes du régime de Vichy. Et laissant ces manuscrits seront récupérés par des résistants qui rentreront dans cet appartement et de résistant en résistant, Jean-Pierre Thibaudat, lui-même fils d'une grande résistante héroïne de la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvé détenteur de ce secret littéraire absolument extraordinaire. Et pourquoi avoir attendu près de 40 ans avant de révéler cette trouvaille ? L'homme qui a confié ces manuscrits, ces 6000 feuillets, c'est-à-dire d'une importance aussi égale que ce qu'on connaissait publiquement déjà de Céline, donc 4 romans inédits, le manuscrit de Mort à crédit, l'homme qui lui confie cela, c'est un compagnon de la Libération, Yvan Moranda, donc un résistant gaulliste, un homme qui a conscience de la valeur politique et littéraire de ces documents, les a proposés à Louis-Ferdinand Céline lorsque celui-ci a pu revenir en France en 1951. Louis-Ferdinand Céline ne l'a pas cru, l'a injurié, ne pouvant pas accepter l'idée qu'un opposant politique ou que son ennemi, un résistant, un gaulliste, tout ce qu'il exécrait, puisse avoir conservé ce trésor, et donc l'a refusé. Et Yvan Moranda, un peu vexé par ce mépris de Céline ou ce geste peu délicat, quand il l'a transmis à Jean-Pierre Thibaudat, lui a dit tant que Céline est vivant et tant que sa femme, qui l'a accompagné également dans la fuite auprès du régime nazi, sera encore là, je ne veux pas qu'ils bénéficient de ce que je leur ai proposé et qu'ils ont refusé si violemment. Et c'est ainsi que les choses sont restées jusqu'en 2020, parce que Madame Détouche, par ailleurs, a, tant mieux pour elle, vécu jusqu'à l'âge de 107 ans et n'est décédée qu'en décembre 2019. Vous vous retrouvez donc un peu malgré vous informé de l'existence de ce qui est considéré comme beaucoup pour un des plus grands trésors de la littérature française. Pourquoi M. Thibaudat a-t-il fait appel à vous et quel était votre rôle exactement ?
En juin 2020, on sortait de ce que nous avons tous connu à Monaco, en France, comme le confinement. Nous étions tous chez nous, tout s'était arrêté et je reçois un message énigmatique d'un journaliste que je connais de nom, Jean-Pierre Thibaudat, critique dramatique à Libération, et qui me dit « Mon cher maître, plusieurs personnes qui ne savent pas de quoi je vais vous parler me suggèrent de vous interroger comme avocat, spécialiste des documents, de la propriété intellectuelle, du marché de l'art, écrivain par ailleurs, donc sensible évidemment à l'importance de manuscrits littéraires. » Et moi de lui le convier à venir à mon cabinet avec ce dont on doit parler, et à ma grande stupéfaction de le voir arriver avec 2 énormes valises, les plus importantes qu'on puisse se promener dans un aéroport. Et je me souviens de lui avoir dit « Mais monsieur, je ne vous ai pas demandé de venir vous installer chez moi, vous venez me consulter. » Et avec un petit rire et un petit sourire, il a ouvert ses valises, 6000 feuillets, des romans inédits, et tout ça, on va dire, enserré avec des pinces à linge qu'utilisait Louis-Ferdinand Céline pour fermer ou sceller chaque chapitre qu'il avait terminé. À défaut d'une agrafe ou d'une agrafeuse, il mettait les pinces à linge de sa femme pour fermer, boucler les romans qu'il était en train d'écrire. Donc ce miracle s'est produit en quelque sorte devant mes yeux. J'ai eu la chance d'être le 3e lecteur, Louis-Ferdinand Céline, Jean-Pierre Thibaudat et moi, de cette littérature qui est aujourd'hui rentrée dans la Pléiade et qui se trouve phénoménale. Et le comble pour un avocat avec cette scène surréaliste, vous êtes convoqué à la police de Nanterre avec M. Thibaudat pour recel. On vous soupçonne d'avoir volé ces manuscrits. On soupçonne Jean-Pierre Thibaudat et moi-même d'avoir en quelque sorte cambriolé l'appartement de Céline et d'avoir tenté de receler ses manuscrits. Alors que mon premier geste naturel d'avocat a été d'appeler les héritiers de Lucette Détouche, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, pour leur dire que nous avions ces manuscrits en notre possession. Les choses ont tourné un petit peu vinaigre et une des héritières a trouvé judicieux de déposer plainte pour recel. Évidemment, cette plainte a été classée sans suite, mais nous a valu des scènes presque drôles donc dans un service spécialisé dans la recherche des œuvres d'art à la police judiciaire à Paris, dans lesquelles je me retrouvais à répondre secret professionnel et mon client, journaliste, secret des sources. La police n'est pas allée beaucoup plus loin et ça nous a permis de reconfier les manuscrits de façon un peu officielle qui aujourd'hui regagnent peu à peu la Bibliothèque nationale de France. Malheureusement, en quelque sorte, Jean-Pierre Thibaudat ne se retrouve pas associé au succès de ses livres. Guerre, le premier des romans inédits, est paru, a fait un score quasiment équivalent à celui d'un prix Goncourt, plus de 200 000 exemplaires vendus en quelques semaines et aujourd'hui traduits dans le monde entier et sur les listes de best-sellers depuis quasiment sa sortie. Voilà. Mais cela connaîtra sans doute un autre destin et on reconnaîtra un jour le vrai travail de Jean-Pierre Thibaudat, qui est déjà salué par beaucoup, sur ses manuscrits de Céline. Sans lui et sans son talent, sans son abnégation, on ne les aurait pas aujourd'hui en librairie ou à la disposition des chercheurs. Vous serez donc présent à la 13e édition du Salon du Livre de Monaco. Quel ouvrage proposerez-vous au public ? Je parlerai évidemment de l'affaire Céline, ce que j'ai présenté hier soir à l'Alliance française et dont je reparlerai en débat dans ce magnifique salon du livre dont je suis un habitué. Je soutiens très fervement tout ce qui est fait par l'association Fabien Boisson et tout ce qui est fait au Grimaldi Forum depuis de nombreuses années. Et je suis vice-président du Pen Club de Monaco par ailleurs, donc je me sens un peu monégasque. Et donc je présenterai un certain nombre de romans, d'essais sur la censure, sur un certain nombre de sujets dont je suis familier et qui me permettent d'avoir le plaisir de venir chaque année sur la Riviera, saluer les citoyens et puis les ressortissants français aussi qui viennent de Nice et des Alpes-Maritimes. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Emmanuel Pierrat, auteur, agent littéraire et avocat. On vous retrouve donc tout le week-end au Salon du Livre de Monaco. Ce sera la 13e édition. Merci à vous, Claude. Place au sport et la 28e édition du tournoi de tennis Ascot au Monte Carlo Country Club. Triple tenant du titre, les Monégasques étaient particulièrement attendus, mais c'était sans compter sur l'Italie, victorieuse de la compétition. Notre journaliste Gaëtan Lebrun revient sur la rencontre. Créé en 1992, le tournoi Ascot a une nouvelle fois tenu son rang. Un peu plus de 100 joueurs étaient présents de mercredi à samedi pour cette 28e édition. 12 équipes chez les hommes et 5 chez les femmes, avec des joueurs et des joueuses de tout âge, de différentes cultures et de différents niveaux, regroupés ici au Country Club par amour du tennis. C'est un tournoi international, il n'y a que des amis ou de nouveaux amis, que ce soit de n'importe quel continent, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur de peau, rien ne compte, sinon la passion du tennis et l'amitié qu'ont les uns pour les autres. Encore une fois, Monaco est une destination fantastique où on a absolument tout et qui chaque année nous accueille à bras ouverts et qui contribue à ce que tout le monde revienne.
Le tournoi Ascot a su comme chaque année attirer des équipes du monde entier, composées de joueurs semi-professionnels et amateurs, dans lesquels on retrouve beaucoup d'habitués. La plupart viennent depuis plus de 10 ans, avec à la fois un esprit de camaraderie, mais aussi un esprit de compétition. We love the atmosphere. It was like 10, 15, 20 teams coming from everywhere in the world. You meet people that are just coming here, that love tennis and enjoy playing at different levels, but all very competitive, very fair play and really good fun. At the end of the match, we all laugh and know each other, and then there's evening, then you go back to the hotel, then there's a drink in the pool, and then back on court the day after. It's very intense and really good fun. So it's an absolutely incredible event. We've been coming for 10 years. We started as Team Commonwealth, and then more recently I've been bringing a Team Canada, which is an incredible privilege for us to come from Canada and play in this incredible environment and have the welcoming embrace of the Monaco people. It's fantastic. Très attendue, l'équipe de Monaco, triple tenante du titre, faisait figure de favori, mais les locaux se sont inclinés en finale face à l'Italie dans un format de 3 matchs de double, où l'Italie en a remporté 2 sur 3. Toujours en sport, du basket avec les Rocaboys qui se sont inclinés hier soir 82-73 face à l'équipe estonienne Baskonia, malgré un comeback dans le dernier quart-temps, un match amical au goût d'Euroleague et une 3e défaite consécutive pour les hommes de Sasa Obradovic. Prochain rendez-vous de la Roca Team le 11 septembre à Pontevedra où ils affronteront le Real Madrid. Après les vacances qui riment souvent avec insouciance, farniente et parfois apéro prolongé, on y est, c'est la rentrée, un véritable changement de rythme qui peut apporter son lot de stress. Alors comment aborder sereinement cette reprise? On vous livre quelques astuces avec Alexia Cornu, coach bien-être. Merci d'avoir accepté de nous éclairer de vos conseils. Bonsoir, merci. Avant l'été, on assiste souvent à la mode du summer body, à savoir se sculpter un corps sympa pour lézarder en toute confiance sur la plage. Mais est-ce bon de se concentrer sur une courte période, puis de ne plus rien faire par la suite, ou est-ce que cela reste une bonne chose malgré tout ? Alors, l'avantage de cette motivation qu'on trouve à l'arrivée des beaux jours tous les ans, c'est que ça permet de passer plus de temps souvent en extérieur. On va refaire un petit peu soit de course à pied, soit de randonnée. On va faire plus de sport. Donc, l'effet plus de sport grâce à cette motivation-là, elle est intéressante. Après, c'est vrai que le côté où je fais un régime juste avant l'été, ou derrière, je risque de surcompenser avec les apéros, les barbecues pendant l'été, ça, c'est plutôt négatif parce que ça peut générer un effet yo-yo qui, sur le long terme, est délétère pour la santé parce que, en fait, dérègle complètement notre corps. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les clés, selon vous, pour aborder sa rentrée sereinement ? L'organisation. C'est vraiment ça la clé. C'est d'être réaliste, en fait. Donc, ce que je dis souvent, c'est prendre son agenda, le poser devant soi et se dire, OK, concrètement, qu'est-ce qui est faisable? Parce que souvent, on se dit, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et puis je veux m'inscrire à tel club, et puis je veux prendre telle chose. Et après, dans la réalité, c'est pas forcément gérable. Donc, vaut mieux choisir une chose au début et de se dire, avec la réalité de mon agenda, comment est-ce que je peux m'y tenir sérieusement? Pas 2 semaines, pas 4 semaines, mais vraiment toute l'année. Et puis, ensuite, de faire en sorte que ça fonctionne. Et si admettons, là, on est au début septembre. Si on arrive à intégrer dans son agenda, dans son organisation, une activité et qu'à Noël, on a tenu, pourquoi pas à la rentrée de janvier, en rajouter une deuxième. Mais de pas tout mettre d'un coup. Donc, pour moi, la première chose très importante, c'est vraiment prendre son agenda, regarder qu'est-ce qui est faisable, combien de fois par semaine est-ce qu'on peut reprendre une activité, mais concrètement, et puis de faire de la place et de s'octroyer ce temps-là, d'en faire une priorité. Souvent, le temps pour soi, le temps pour sa santé, ça passe après tout le reste. Et de se dire, en fait, non, c'est un rendez-vous que je prends avec moi-même, que je note noir sur blanc et que j'honore comme si c'était n'importe quel autre rendez-vous. Vous dites qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'inscrire en salle de sport. Ça peut passer par des petits efforts quotidiens, essayer de marcher plus dans la journée, se garer un peu plus loin quand on va faire des courses et prendre par exemple systématiquement les escaliers. Oui, c'est la différence que j'explique souvent entre l'activité sportive et l'activité physique. L'activité sportive, on va s'inscrire dans un club de sport où on va faire du sport chez soi ou en extérieur, peu importe, mais vraiment du sport. Après, il y a l'activité physique qui est indispensable pour être en bonne santé et pour des personnes qui sont totalement sédentaires,
sédentaire, de pas se mettre la pression avec une activité sportive au démarrage, mais de reprendre l'activité physique qui est effectivement bouger au quotidien. Donc porter ses packs de course au lieu de les mettre dans un caddie par exemple, vous l'avez répété, se garer plus loin quand on va faire ses courses, descendre une station de bus ou de métro plus tôt quand on prend les transports en commun, toujours prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators ou l'ascenseur. Et rien que ça, c'est des petits pas, mais qui à la fin de la journée pour une personne sédentaire fait une grosse différence. Alors on le sait, hein, ces méthodes bien-être demandent des efforts pas toujours faciles à tenir sur la durée. Si on est honnête, c'est quoi l'astuce pour garder la motivation ? Bien, déjà de se dire que la motivation, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'entretient. Et donc, tout le monde a des moments où on est moins motivé et c'est normal. Donc déjà de se déculpabiliser quand on a un moment où on a moins envie, de pas se dire ça y est, c'est foutu, tous mes efforts, etc. Se dire ok, bon, cette semaine, c'est une semaine sans et c'est ok. Et souvent, je dis never miss twice. Donc, on essaye de pas rater 2 fois. C'est-à-dire que rater une fois parce qu'on a un imprévu, parce qu'on est très fatigué, etc., ça peut arriver. Mais jamais 2 fois. C'est-à-dire qu'on se reprend direct et on essaye tout de suite de se dire comment est-ce que je fais pour que demain, je puisse ne pas louper ma séance. Et en fait, de se dire que c'est vraiment la rigueur qui va prendre le relais et que la motivation, finalement, c'est juste l'impulsion du début. Ce qui fait que ça fonctionne chez les personnes qui gardent cette routine, ce qui fait que ça fonctionne chez les athlètes qui persistent, c'est vraiment le fait de s'accrocher dans les moments difficiles et de se dire, bah voilà, c'est un moment difficile, mais j'y vais quand même. Et la motivation va revenir ensuite et voilà, ce sera pas passager. Alors que si on arrête, on part dans du foutu pour foutu, bah finalement c'est un peu de l'auto-sabotage et on risque de décrocher complètement, ce qui est dommage. Vous sortez votre second livre le 18 septembre, Le Guide Santé des femmes, coécrit avec Julie Cantournet, kinésithérapeute. De quoi parlera cet ouvrage ? Il porte très très bien son nom, Guide Santé des femmes. Donc avec Julie, on travaille toutes les deux dans la santé des femmes depuis plus de 15 ans. Et que ce soit elle en consultation ou moi à travers les différents accompagnements que je propose, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui finalement ne connaissaient pas le fonctionnement de leur corps, même des choses basiques, parce que c'est pas forcément des choses dont on parle. Il y a beaucoup de sujets tabous. Et donc on avait à cœur de proposer un livre grand public qui permette finalement de lever le voile sur tous ces sujets tabous et que nous, en tant que professionnels du sport et de la santé, on n'entende plus « Ah, mais je ne savais pas. Comment ça se fait que j'apprends que mon corps fonctionne comme ça au moment où j'ai un problème ?» Et donc, on y traite vraiment de toutes les étapes de la vie de femme, vraiment des premières règles jusqu'après la ménopause, en passant par les grossesses, le postpartum, tous les petits soucis de santé qui peuvent arriver par rapport aux douleurs pelviennes, par rapport à tout ce qui va être aussi incontinence. Donc, on parle de tous ces sujets-là, mais sur un ton très léger, avec beaucoup d'humour et surtout des solutions en fait. Donc c'est un livre qui a but d'éduquer, mais de dédramatiser aussi et puis de solutionner avec énormément d'informations sur ce qui est possible de faire. Merci Alexia Cornu, vous êtes coach sportive, experte en physiologie féminine et on a pris bonne note de tous vos conseils. Merci, avec plaisir. Tout autre chose avec la 9e édition du Thursday Live Session au Grimaldi Forum, de la musique live proposée gratuitement avec des groupes divers et variés. Ce jeudi soir, le 5 septembre, c'était au tour du groupe anglais Youth Sector et l'ambiance était au rendez-vous, comme ont pu le constater Julien Laugier et Émilie Flamin. Après la ville de Kendal au nord de l'Angleterre, c'est à Monaco que Josh, Brad, Steve et les deux Nick ont posé leur ampli pour la première fois. Yeah, really excited. We've been looking forward to coming here for months now, so yeah, really glad to be here. We've been wandering around for the last day and really enjoy it. And then tomorrow we're gonna spend some more time here and then go to Nice as well to see that because we've never been. So we really love it here and really happy to be here. Yeah, I would agree. I'd agree with everything he said. It's a wonderful, wonderful place. Des tenues hautes en couleurs, style années 80, et du rock énergique, c'est comme ça qu'on pourrait définir le style du groupe britannique. I think we have Josh on bass is a very good at playing like dancey bass things, and we tend to write songs upwards from the bass and the drums, so I think a lot of the energy comes from the rhythm section, and then
when we play it live, we try and give it as much excitement as we can. So I think overall, it kind of adds up to be, hopefully, quite exciting. Un concert intimiste et découverte pour les 140 spectateurs. Hopefully, some exciting new sounding music that they can dance to, a really energetic live performance, and your new favorite band. Le 28 novembre, c'est le groupe suisse Helvet qui envoûtera les Monégasques avec ses sonorités pop et jazzy. Avant de conclure ce journal, la météo de votre dimanche présentée par Sarah Inkari avec l'arrivée d'une perturbation en prévision. Bonsoir Sarah. Bonsoir Maclore, bonsoir à tous. En effet, vous l'avez justement dit, le temps va devenir de plus en plus instable. De fortes averses et des orages sont au programme de ce dimanche 8 septembre et les températures seront comprises entre 22 et 24 degrés. Notez qu'en raison de l'humidité, le ressenti sera d'autant plus frais. Enfin, demain, nous fêterons la Saint-Adrien. Nous les embrassons très fort. On arrive au terme de ce journal de la rédaction de Monaco Info. On se quitte avec les clichés de Manuel Vitali, présent ce matin à l'arrivée de la 2e édition du Crossing Calvi Monaco Water Bike Challenge, un événement proposé par la fondation Princesse Charlène au profit de l'apprentissage de la natation et de la lutte contre la noyade. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain 18h30. D'ici là, vos programmes continuent sur Monaco Info bien sûr.